comment se présente la figure de la mère dans la mythologie grecque. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente, je m'appelle Clémence Marais, je suis écrivaine et grande fan de mythologie, donc j'ai écrit 2 réécritures de mythes sur le mythe de Cassandre et le mythe de Médée. Et aujourd'hui, en ce jour de la fête des mères en France, je voulais vous parler un petit peu de la figure maternelle dans la mythologie à travers ce nouveau format sur YouTube. Alors souvent quand on parle mythologie grecque ou mythologie romaine et maman, on pense souvent à Pénélope qui est l'une des femmes les plus connues de la mythologie, forcément avec les aventures d'Ulysse. Et du coup, j'ai l'impression qu'on a un petit peu cette image de la femme assez effacée, qui est une mère parfaite, qui reste au foyer, qui élève ses enfants avec des valeurs, qui est aimante, mais aussi qui reste plutôt dans son coin à tisser et qui n'est pas bête, loin de là. Mais voilà, c'est la mère qui est en second plan et qui finalement n'a pas énormément de caractère dans l'imaginaire des gens. Pourtant, dans la mythologie grecque, on a beaucoup de récits avec une figure maternelle, parfois très forte, et surtout on a une diversité de représentations de la figure maternelle qui est assez intéressante. Je vous en parle tout de suite. Tout d'abord, à l'origine du monde et de la création, on a Nyx qui est une entité un peu informe, mais surtout Gaïa qui peut s'apparenter à la figure de la terre-mère, de mère nature, et qui est vraiment à l'origine de tout. Et en formant un couple avec Ouranos, elle va donner vie à la première génération de titans, de monstres, de créatures qui donneront eux-mêmes les dieux, etc. Donc ça montre bien que dans la pensée antique, il y a déjà cette idée de il faut un couple à l'origine de la vie et du monde, mais surtout une mère qui est surpuissante et qui va donner la végétation, les animaux, la vie avec un grand V. Gaïa, c'est vraiment une figure de pouvoir et c'est la victoire de la vie sur tout, même sur les plans de son mari, Ouranos, qui a tenté de s'en prendre à sa descendance, et elle va se servir de son fils Chronos pour pouvoir l'éviscérer et répandre ses restes un peu partout, ce qui donnera notamment la naissance d'Aphrodite. Et même si sa figure a tendance à être moins présente dans les mythes qui représentent les générations suivantes, notamment les Olympiens, elle reste quand même présente en fond et elle fait parfois quelques apparitions très marquées où on peut voir que même les autres dieux et titans ont un gros respect pour elle et qu'ils sont conscients de sa force. Pour continuer un peu sur cette idée de la mère qui n'a peur de rien pour protéger ses enfants, qui est protectrice, voire vengeresse quand il leur arrive du mal, on a tout d'abord la figure de Déméter qui est aussi assez connue à cause du mythe d'Hadès et Perséphone. Donc topo rapide, en gros Hadès, le dieu des morts, enlève, et selon les versions Perséphone, dans les enfers, donc qui est son royaume à lui. Et comme elle mange, en fait, elle consomme un fruit, donc des graines de grenade aux enfers, selon les lois des divines, elle est obligée de rester aux enfers. Évidemment, Déméter, qui est une mère aimante, veut ramener sa fille, qui est en plus une divinité du printemps, des fleurs, elle veut la ramener à la surface, ne pas la laisser aux enfers. Du coup, elle va faire une crise à Zeus, le roi des dieux, pour il laisse sa fille tranquille. Sauf qu'on ne peut pas briser les lois divines et du coup ils arrivent à un compromis. Perséphone se retrouve mariée à Hadès, elle reste avec lui 6 mois de l'année et les 6 autres mois elle a le droit de retourner à la surface avec sa mère. Ce qui nous donne les saisons. Là, je vous ai donné une version un peu édulcorée, mais il faut bien comprendre que Déméter mène une véritable quête pour déjà retrouver sa fille, savoir où elle est passée. Elle va demander de l'aide à Hermès, à Hécate pour savoir ce qu'il est advenu d'elle. Elle va vraiment aller se présenter au roi des dieux, son frère, pour résister, pour demander, exiger que sa fille lui soit rendue. Elle s'inquiète pour elle, elle veut la protéger, elle est prête à se mettre tout le monde à dos. Et ce qui est assez drôle, c'est que selon les versions, par exemple, dans le webtoon L'or au Olympus, on a plutôt une version de Déméter qui est surprotectrice, dans le sens où elle étouffe Perséphone. C'est aussi le cas dans d'autres représentations, réécritures du mythe d'Hadès et Perséphone, alors qu'en fait, à la base, c'est simplement une déesse qui est consciente de son pouvoir et de sa responsabilité et de son amour envers sa fille, et qui va vouloir la sauver, tout simplement. Dans le même genre, on a la Titanie de Rhea, qui est la mère de Zeus, Déméter, Héra, Hadès et Poséidon, et qui est la femme de Cronos. Alors vous connaissez peut-être Cronos à cause de cette peinture, si vous l'avez étudiée en cours, où oui, il a dévoré ses 4 premiers enfants, et du coup, Rhea, qui était malade de voir son mari engloutir ses enfants, lorsque Zeus, le roi des dieux, est né, elle a caché le bébé. Elle lui a donné à la place des pierres emmitouflées dans une couverture. Il les a avalées en pensant que c'était le bébé. Et en fait, Zeus ensuite a
tué son père et en a profité pour lui faire recracher ses frères et sœurs, ce qui nous a donné les Olympiens. Il n'empêche que même si Zeus en retire au final tout le bénéfice, à la base, c'est grâce à Rhea qui a résisté face à son mari, face à sa tyrannie, parce que c'était le roi des titans en plus. C'est grâce à elle qu'on a eu nos Olympiens. Une autre mère louve, une mère lionne qui protège ses enfants coûte que coûte, qui les aime à en mourir, c'est Clytemnestre, la femme d'Agamemnon, qui est un des rois guerriers connus de la guerre de Troie. Lui, il a voulu partir faire la guerre, sauf qu'il s'est retrouvé dans son périple bloqué quelque part, puisqu'il n'y avait plus de vent, donc il ne pouvait plus naviguer. Et ils ont compris très vite que c'était le fait d'une déesse qui était Artémis, et ils ont donc fait le choix, selon les dires d'un devin, de la sacrifier pour Artémis. Donc il a tué sa fille, clairement. Clytemnestre malheureusement n'a rien pu faire sur le coup, mais quand Agamemnon, 10 ans plus tard, est revenu avec sa prise de guerre, selon les versions, Cassandre, une maîtresse, etc., tout content dans son palais, elle l'attendait, entre-temps elle avait pris un amant, et avec cet amant, elle a assassiné son mari pour le meurtre de sa fille. Donc là, on est sur une mère qui en a gros sur la patate et qui en a rien à faire de se salir les mains pour venger ses enfants. Et là, vous allez peut-être me dire, ok, là on a la figure de la mère protectrice, aimante, on a aussi la figure de la mère parfaite, mais ça c'est pas tellement une grande pluralité parce qu'il existe d'autres types de mères. Eh bien, figurez-vous qu'on a aussi le contre-exemple de la mère pas du tout parfaite, voire de la terrible mère. Et là, je vais bien évidemment vous parler de la figure de Médée sur laquelle j'ai écrit, qui est une femme qui va commettre un infanticide suite à la trahison de Jason. On sait que Médée est une enchanteresse, est une sorcière, donc déjà elle a du sang divin en elle, ce n'est pas une simple mortelle contrairement à son amant. Et quand elle va l'aimer, quand elle va s'abaisser à lui pour lui donner son amour, lui donner 2 enfants, 2 fils, et qu'il va la tromper, ça va pas passer, et en fait son amour va se retourner contre elle. Et là on va avoir vraiment la figure de la mère qui aime certainement ses enfants, mais qui va commettre l'irréparable. Et ce qui est assez drôle, c'est qu'on pourrait s'attendre à ce que ça lui retombe dessus, à ce que Médée soit punie par rapport aux mœurs de l'époque où sont apparus les mythes, mais pas vraiment, elle arrive toujours un peu à s'en sortir. Je fais aussi un petit aparté, un petit bonus sur la figure de Méduse, qui se transforme donc en monstre selon l'une des versions de son mythe, et qui va quand même pouvoir devenir mère, donc une mère monstrueuse, mais une mère quand même, en donnant naissance à Pégase, le cheval ailé, qui pour le coup est plutôt une magnifique créature. Je voulais aussi citer dans cette partie Hélène, qui mine de rien a quand même été reine de Sparte, mariée donc à Ménélas, qui était un roi guerrier, et qui est venu ensuite récupérer sa femme durant la guerre de Troie, qui a quand même été une mère qui a abandonné ses enfants, puisqu'elle a été une mère parfaite jusqu'à ce que Paris la séduise, grâce à Aphrodite ou non selon les mythes, qu'elle ait été sous un enchantement ou non, elle est quand même partie avec lui. Donc là, on a vraiment l'exemple de la mère infidèle, de l'épouse qui trahit et qui abandonne ses enfants. Donc c'est une perspective assez intéressante et qui est très rare finalement dans les récits qu'on a de cette époque. Enfin, je ne pouvais pas terminer cette vidéo sans vous parler d'Héra, la reine et mère des dieux qui gouvernent donc les Olympiens. C'est donc la sœur et la femme de Zeus, le roi des dieux, le tout-puissant. Et il faut savoir que pour les femmes grecques, c'est vraiment la divinité qui représente la femme, qui représente la maîtresse de foyer, la maman, l'épouse. Voilà, c'est la divinité du mariage, donc c'est très important et malheureusement on sait qu'elle n'est pas très heureuse en mariage, ce qui nous donne en fait la figure de la mère blessée, de la mère bafouée, de l'épouse cocu. On voit comment sa relation avec son mari influe sur sa relation avec ses enfants. On le voit avec sa relation avec Héphaïstos. Elle a souhaité, selon les versions, faire un enfant elle-même comme Zeus avait fait Athéna. Et lorsque Héphaïstos est né d'elle seule, elle le voit monstrueux, déformé, donc elle le jette du haut de l'Olympe. On est d'accord, c'était pas hyper sympa. Il y a d'autres exemples de cette maternité variable de la part d'Héra. Elle n'a aucune pitié envers les enfants hors mariage de son mari. On peut parler par exemple d'Héraclès, le héros grec qui a vraiment souffert de sa parenté illégitime avec Zeus. Héra lui a vraiment pourri la vie jusqu'à la fin, elle l'a rendu fou, forcé à tuer ses enfants et sa femme. Bref, horrible. Après, c'est vrai que la figure de la mère imparfaite, on la retrouve plutôt chez des êtres divins ou semi-divins plutôt que chez des mortels, sauf dans le cas de Clytemnestre.
Les figures mortelles maternelles, on va plutôt en grande quantité les retrouver en tant que compagne de Zeus. En gros, il va soit forniquer avec, et puis parfois avant même que l'enfant soit né, elles sont tuées ou elles meurent tragiquement. Ce qui, mine de rien, représente quand même encore une nouvelle figure maternelle, puisque malheureusement, encore aujourd'hui, il y a beaucoup de mères qui meurent en couche, ou injustement à cause d'une grossesse à risque non arrêtée, non interrompue, ou autre. Après, on a aussi les cas à part, comme le cas de la mère d'Oedipe, qui malheureusement se retrouve maudite à devoir faire de l'inceste avec son fils, et qui donc se suicide. Mais après, du coup, je pense qu'on a à peu près fait le tour de toutes les façons dont la figure de la mère peut être représentée dans la mythologie grecque. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai essayé de faire en sorte qu'elle soit pas trop longue, de pas trop m'étendre sur les détails. Et bah, n'hésitez pas à me dire si ça vous ferait plaisir d'avoir d'autres vidéos dans ce style, ce format. Même si vous avez des sujets à me suggérer, n'hésitez pas. Et moi, je vous dis à la prochaine.